Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, impact et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons consommation responsable et circulaire avec le directeur général adjoint du groupe Le Bon Coin, Alexandre Collinet. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur les stratégies bas carbone des entreprises avec Cédric Riegenbach, président fondateur de la Fresque du Climat, et Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologie à l'association Bilan Carbone. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de WeGo Green Air qui recense les hébergements et activités éco-responsables. Et enfin, nous présenterons la start-up Les Petits Culottés. Mathieu Batteur, son fondateur, sera sur notre plateau pour nous en parler. Mais tout de suite, nous commençons avec les news, Eva. Oui, Émilie, on vous en a déjà parlé dans Smart Impact. Le secteur du numérique pourrait générer autant d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien en 2040. Un bilan des sénateurs français qui présentent dans le même temps 25 propositions pour limiter l'empreinte carbone du secteur. Parmi elles, l'interdiction des forfaits mobiles illimité. Il faut inciter, préconise-t-il, les usagers à utiliser une connexion Wi-Fi plutôt que mobile, cette dernière étant très énergivore. Il recommande également dans ce rapport de taxer les plus grosses plateformes de streaming vidéo, responsables de 60% du trafic Internet mondial, à l'instar de la plateforme Netflix, qui est appelée par les sénateurs à prendre ses responsabilités. 12 millions de Français ont des difficultés à payer leurs factures de gaz et d'électricité. C'est le constat de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Pour y répondre, le collectif Stop Exclusion énergétique propose un trophée des solutions dont le but est de sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique et sanitaire. Technologie, matériaux biosourcés, solutions de financement, plateformes, les entreprises sont invitées à proposer sur leur site toutes sortes de solutions pour aider au lendemain des élections municipales les collectivités à éradiquer ce phénomène. Les lauréats bénéficieront également de l'accompagnement des partenaires du collectif comme Enedis ou BPI France. Et enfin, dernier chiffre, le 10, car le 10 décembre prochain sonnera le retour du Social Change, le rendez-vous de la RSE. Il revient cette année à la Cité de Congrès de Nantes. Des cas d'école interactifs, des tutoriels, des tables rondes pour affirmer la RSE comme le pilier central et essentiel à l'entreprise de demain. La mobilité, la gestion des déchets, le numérique, autant de thématiques qui seront développées et débattues. L'objectif, aider les entrepreneurs à construire un modèle d'entreprise plus durable et plus responsable. C'est l'heure de notre invité du jour. Il est directeur général adjoint du site Le Bon Coin. Alexandre Collinet est avec nous pour parler économie circulaire, entre autres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Le Bon Coin, 14 ans d'existence, 1400 salariés, je crois. Vous avez une raison d'être récemment mis à jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, avec plaisir. En fait, Le Bon Coin, c'est une aventure incroyable et notre raison d'être et ce qui drive un peu nos développements, que ce soit pour nos utilisateurs ou pour le développement de l'entreprise, c'est réellement de faciliter tous les échanges au quotidien. Donc, de permettre et de donner à nos utilisateurs et aux Français des moyens de mieux vivre au quotidien, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue responsable. En 2006, quand vous avez créé Le Bon Coin, vous parliez déjà d'économie circulaire, en fait. Il y a déjà 14 ans, on parlait d'économie circulaire. Oui, c'était le début. Et puis, c'était encore un buzzword, comme la big data, par exemple, on en a parlé beaucoup avant que ça soit une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On voit des entreprises commencer à devenir entreprises à mission. Et je pense que le monde de l'entreprise est en train de réaliser quel impact il peut avoir dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Ouais. Alors, on trouve de tout sur Le Bon Coin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou en tout cas expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Le Bon Coin, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site-là ? Vous l'avez bien résumé, on trouve de tout. On a évidemment des biens de consommation courantes. Ça va du téléphone à des vêtements. Mais
très rapidement, en fait, les utilisateurs, c'était au départ les biens qui étaient en vente sur le Bon Coin. D'occasion, du coup. D'occasion, absolument, complètement, voilà. Et de particuliers au départ. Et puis, en fait, les usages se sont développés assez spontanément suite à des demandes des utilisateurs. D'abord, après, il a commencé à avoir de l'automobile, puis de l'immobilier, puis de l'emploi, et puis aujourd'hui de la location de vacances. Et en fait, ce sont les utilisateurs qui ont poussé à améliorer le site pour développer de nouveaux usages. Et en fait, les retours que nos utilisateurs font sont la première source. Alors 28 millions à peu près chaque mois. C'est énorme, ça fait plus de 50% des Français qui viennent tous les mois sur le Bon Coin. Et sur une année, on doit être dans les 75% à peu près. Ouais. Pourquoi c'est un enjeu majeur, l'économie circulaire, la deuxième vie des biens et des services? Pourquoi c'est important ? Alors c'est important, nous on est persuadés que c'est important pour le monde de demain. On voit bien qu'on est dans une espèce de course sans fin à la croissance et on voit des aberrations à travers des sujets type l'obsolescence programmée d'un certain nombre de biens. Donc déjà pour le monde, je pense qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Et puis pour l'entreprise, je pense que le Bon Coin aujourd'hui c'est la réussite de trois pivots. Le monde, l'empreinte qu'on a sur la société, je pense que c'est essentiel. Et puis également la réussite économique, puisque le Bon Coin est une entreprise de croissance qui est très rentable. Et puis les collaborateurs du Bon Coin. Et les trois se nourrissent, puisque l'engagement des collaborateurs est aussi porté par cette vision sociétale, qui va nourrir aussi la réussite économique, qui va nous permettre aussi d'avoir une démarche un peu plus responsable et RSE en tant qu'entreprise. Donc ces trois pivots nous permettent aujourd'hui, et se nourrissent les uns les autres, de contribuer, je pense, un petit peu plus efficacement à l'économie digitale notamment. Justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail des actions? Vous êtes très engagé en interne, on l'a vu notamment auprès de vos salariés. Comment vous vous engagez d'un point de vue environnemental, social et sociétal? Alors déjà, on essaye d'être cohérent entre l'image que les utilisateurs peuvent avoir du Bon Coin et l'image que les collaborateurs ont de leur entreprise. Si je vous dis qu'une des valeurs du Bon Coin, c'est la proximité, je pense que ça s'applique aussi bien à l'image que nos utilisateurs peuvent en avoir, puisqu'une des réussites du Bon Coin, ça a clairement été de proposer des biens et des services qui sont disponibles à côté de chez soi. Pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des locaux, par exemple, sans bureau fixe, sans bureau fermé, y compris pour la direction, être accessible à tous les collaborateurs. On rencontre tous les collaborateurs lors de leur première semaine à l'occasion d'un petit déjeuner, qui est réalisé par l'ensemble des membres du COMEX. Antoine, le DG, rencontre tous les collaborateurs également. Donc on essaye de cultiver cette proximité. Alors, c'est sûr qu'à 1400, c'est un peu plus difficile qu'à 10, mais je pense que ça fonctionne toujours. Ouais. La manière dont vous avez géré la crise, d'ailleurs, aussi, montre ça, ce que vous voulez faire avec vos collaborateurs, comment vous recrutez. D'ailleurs, vous avez recruté aussi, malgré la crise du Covid. Oui, on a continué à recruter et on continue de recruter, puisqu'on a beaucoup de projets et pour ça, il nous faut des équipes pour les réaliser. Et pendant la crise, tout le monde était en télétravail, évidemment. Tous ceux qui pouvaient travailler, notamment, on a gardé à 100% nos équipes produits, développement, data, ainsi que d'autres équipes. Pour les commerciaux, c'était un peu plus dur, mais on a continué à intégrer, on a créé des parcours d'intégration virtuelle et certains collaborateurs, en lien avec le CSE, on a créé un programme qui s'appelait Confiné mais pas isolé, où les collaborateurs qui ont des talents, des envies, partageaient à l'occasion de créneaux spécifiques leurs bonnes pratiques. Et notamment, on a eu des moments de cours de sport assez marrants avec certaines personnes avec les enfants derrière, qui étaient organisés par l'un de nos développeurs, par exemple, qui fait des séances de fitness qui nous mettent tous par terre. Le Bon Coin s'engage aussi pour limiter son impact sur l'environnement. Oui, tout à fait. Nous, on a commencé à payer la taxe carbone alors qu'on n'y était pas obligé. Je pense que c'est une centaine de millions de transactions, le Bon Coin, par an. Donc ça permet quand même aussi d'éviter une émission de CO2 qu'on estime à 2 ans de circulation dans Paris.
On s'investit également dans les collectivités locales. Comme je vous l'ai dit, l'une de nos valeurs, c'est la proximité. Donc on a des programmes pour redynamiser des centres-villes, recréer des commerces. On met à disposition des coachs pour faire des hackathons et essayer d'aider dans la vraie vie et pas seulement dans le monde digital des entrepreneurs à réaliser leurs projets. La RSE, elle est présente à l'intérieur en fait, et à l'extérieur de l'entreprise. Tout est important pour vous, l'impact extérieur et l'impact sur ses salariés. Je pense que c'est essentiel parce que sinon, si on le fait juste pour l'externe, dans des axes de communication, ça crée une dissonance terrible pour les collaborateurs et leur engagement baisserait, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 3 piliers. Et inversement, si on fait ça en interne, mais que derrière, il n'y a rien qui suit, nos utilisateurs, ils ne le percevront pas. Après, il ne faut pas oublier que malgré tout, le pouvoir d'achat est aussi une motivation importante pour nos utilisateurs. On estime que c'est à peu près 400-450 euros qu'ils génèrent grâce au Bon Coin. Donc c'est vraiment un tout. Et c'est cette alchimie, je pense, qui fait la réussite de notre service. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Quels sont les autres chantiers sur lesquels vous allez continuer d'essayer de progresser ? Alors, il y a pas mal de sujets, il y a beaucoup de boulot. Je pense que nos équipes de développement ont une roadmap à 3-4 ans déjà bien définie. On a la chance de proposer une grande offre d'hébergement en France. Et je pense que sur la location de vacances, on va pouvoir vraiment proposer aux Français de mieux partir en vacances et aussi de manière plus responsable, sans doute en ne prenant pas nécessairement un avion ou 5 avions par an. Je pense qu'en termes d'emploi également, le Bon Coin, alors même si c'est 1 million d'emplois en 2018 qui ont été pourvus grâce au Bon Coin, je pense qu'on peut aller plus loin. On peut proposer des services qui soient plus précis, qui soient un peu plus data-driven aussi. Vous continuez à recruter là, le Bon Coin ? Oui, on va recruter une 50aine de personnes d'ici la fin de l'année et sans doute 100 à 150 l'année prochaine. Ouais. Ça, ce sont des choses, vos nouvelles activités qui ont aussi été créées par rapport à ce qui s'est passé là ces dernières semaines. La crise vous a aussi servi finalement ? Alors, on savait par exemple, sur la location de vacances, qu'on devait y aller. Et on avait commencé déjà depuis 1 an à travailler sur ce sujet. On a racheté des sociétés comme Locason qui sont dans ce secteur. Mais clairement, on a une campagne de com qui tourne actuellement. On a effectivement passé la seconde sur ce type de projet parce qu'on savait que globalement, cet été, il allait se passer en France pour les Français et qu'on devait leur proposer le meilleur service possible avec de l'assurance, des garanties et également du transactionnel. Et puis je pense que l'autre sujet, c'est, on le voit bien aujourd'hui, un souhait d'avoir une transaction qui soit sécurisée, qui se passe le mieux possible. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on travaille également sur ce sujet-là. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre Collinet, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté le groupe Le Bon Coin. Merci à vous. Beaucoup. Merci pour l'invitation. On passe à la bonne pratique du jour, Émilie. Oui, Eva, la bonne pratique du jour est celle de la start-up Wigo Green Air, qui recense les hébergements et les activités éco-responsables en France. C'est un nouveau site de réservation de vacances éco-responsables lancé en mai dernier par 2 urbains qui ont souhaité pallier à un manque de ce type d'offres sur le marché touristique français. Le site recense plus de 1000 hébergements éco-responsables. On y trouve par exemple un hôtel étoilé en pleine nature, un écolodge dans les Landes, une cabane perchée en Corrèze, un gîte familial en Bretagne ou encore un camping écologique dans le Luberon. Des établissements engagés, Émilie. Oui, Eva, ces établissements sont engagés dans une démarche de respect de l'environnement mesurée par un Green Score sur une échelle de 1 à 5. Cet indice est calculé sur la base de 100 critères, des matériaux de construction durables à la gestion de l'énergie et de l'eau, en passant par une nourriture bio, locale ou issue directement du potager. Quant aux activités recensées sur le site, elles privilégient l'environnement, le bien-être et le bien-vivre, comme la randonnée, le canoë, le VTT, l'escalade ou les balades à cheval. Côté business model, celui de Wigo Green Air repose principalement sur les commissions auprès des hébergeurs, les assurances souscrites par les voyageurs et les cartes cadeaux. Ça m'a donné envie de partir en vacances. Merci Émilie. On passe à notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les stratégies bas carbone. Alors on accueille tout de suite en plateau pour en parler Cédric Regenbach, président fondateur de la Fresque du Climat. Bonjour. Bonjour. Et Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologie à l'association Bilan Carbone. Bonjour. 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 Alors on va peut-être commencer par présenter ces deux associations avec vous, Cédric, pour la Fresque du Climat. Oui, tout à fait. Alors la Fresque, c'est une association qui diffuse l'outil qui s'appelle aussi la Fresque du Climat. C'est un outil pédagogique pour expliquer en l'espace de 3 heures de temps les enjeux du changement climatique. C'est un concept très simple. On a une quarantaine de cartes sur une table et en équipe, c'est un travail collaboratif, en équipe, on doit les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc les activités humaines, le CO2, le réchauffement, la fonte des glaces, etc. Et à la fin, on arrive sur les conséquences ultimes des inondations, des réfugiés climatiques, etc. Et en 3 heures de temps, on fait cet exercice-là, puis un débat qui permet de commencer à réfléchir aux solutions. Et c'est un condensé de connaissances sur le climat avec une méthode collaborative qui marche super bien au niveau pédagogique. Qui a fait ses preuves. Oui. Et vous, alors, l'association Bas Carbone? Alors, l'association Bilan Carbone, tout à fait. C'est une association qui a été fondée en 2011. On a succédé à l'ADEME dans la gestion d'une méthode de comptabilité des gaz à effet de serre qui est le bilan carbone. Et depuis, on a diversifié, on va dire, l'activité, puisqu'aujourd'hui, on fait donc de la formation professionnelle, du développement méthodologique, on crée des outils pour accompagner les entreprises, les organisations en général. Mais on intervient aussi dans des grandes écoles, dans des lycées, dans des collèges, pour accompagner, on va dire, l'éducation à la transition bas carbone. Et puis, on intervient aussi dans des institutions un peu plus, on va dire, un peu plus officielles, dans des institutions publiques, comme par exemple, on est au pôle de coordination nationale pour la réglementation sur les bilans des gaz à effet de serre des entreprises. Voilà, donc beaucoup d'activités très diversifiées autour de la transition. Donc on éduque, est-ce qu'on donne des solutions aussi ? Alors, nous, quand on anime avec la Fresque, c'est principalement une sensibilisation sur les enjeux, les causes et les conséquences du climat. Et on a un débat qui suit, qui permet au minimum de commencer à des embryons de discussion sur les solutions. Mais quand on a bien compris l'enjeu climatique, on sait que résoudre ce problème va occuper le reste de notre vie. Donc ça ne se fait pas en 2 secondes. Oui, c'est sur le long C'est terme. vraiment, quand on commence à être sensibilisé, on passe par plusieurs phases. Alors d'abord, on a un gros période de down quelquefois parce que c'est pas des bonnes nouvelles. Après on se dit bon ok il faut décarboner, donc on va faire des énergies renouvelables, c'est ça. Alors en effet il va en falloir, simplement quand on regarde que plus on fait de renouvelables, ça veut pas dire quand on fait plus de renouvelables, ça veut pas dire qu'on fait moins de fossiles. Jusqu'ici ça s'est juste additionné. Et puis on regarde aussi les inconvénients du renouvelable et on se dit il va en falloir certes, mais le sujet n'est pas là. Il faut passer à une réduction de la consommation d'énergie globale. Et là on se dit ok, donc on va faire l'efficacité énergétique, c'est déjà un peu plus intelligent comme raisonnement. Et puis même ça, on se rend compte qu'on a gagné que 1% par an depuis des décennies. Donc certes, on va peut-être essayer de passer à 1,5-2%, mais ça ne va pas résoudre le problème puisqu'il faut qu'on fasse moins 5% par an sur le CO2 avec une économie et une population qui continue de croître. Et donc on passe sur un thème suivant qui dit maintenant il va falloir qu'on remette en cause vraiment notre mode de fonctionnement global, l'économie, le système économique et même s'interroger sur la notion de PIB et de croissance. Et là, on commence vraiment à travailler au fond des choses. Mais si on n'a pas ce passage d'une étape à l'autre, c'est pas possible en fait. On peut pas violer les gens et on est obligé de respecter un petit peu ce rythme. Et dans un premier temps, on va voir que OK, ils ont compris qu'il y a un problème sur le climat, ils ne sont pas encore sur les solutions véritablement radicales. Quand on entend les grandes entreprises promettre la neutralité carbone d'ici à 2030, 2040, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites en ce moment, notamment par des grands groupes. En effet, on se dit, là, l'enjeu, il est énorme, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut remettre en question, c'est tout un système, toute une chaîne de production. J'aimerais bien avoir la vie de Quentin là-dessus, parce que quand on a quelques notions sur le bilan carbone, je pense qu'on n'annonce pas comme ça qu'on va être neutre dans 10 ans, comme certaines entreprises le font. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, concrètement, moi, quand j'entends des annonces, on va être neutre, en général, je suis assez critique. Déjà, je pense que c'est pas un très bon message. Je pense qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Même si derrière, on a 2-3 calculs qui peuvent expliquer, on va dire, comment est-ce qu'on va y arriver, je pense qu'il y a beaucoup de doutes à avoir et beaucoup de précautions à prendre, on va dire, pour pouvoir vraiment s'avancer. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on veut être neutre, ça veut dire qu'on recourt à quelque chose qui s'appelle la compensation carbone. Alors, je vais faire très très simple. En gros, la comptabilité carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on arrive à les compter. Aujourd'hui, on les estime. Et le terme est important parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. C'est des résultats qui s'améliorent d'année en année. On a de plus en plus de connaissances. On y arrive de mieux en mieux. Mais ce n'est pas encore parfait.
Donc déjà, pour qu'une entreprise aujourd'hui, elle nous dise « moi, j'émets X tonnes de CO2 ». Déjà, rien que ça, c'est pas évident. Ensuite, on a la compensation. Alors la compensation carbone, c'est un sujet houleux, on va dire. Moi, je préfère par exemple la nouvelle notion de contribution sur des projets qui permettent de réduire les émissions à certains endroits de la planète ou sur certaines activités. Parce qu'au final, la compensation carbone, ça donne un peu l'impression, ok, je sors un gros billet et j'ai le droit de polluer à côté. Donc, c'est pas tout à fait ça, là je simplifie, mais quand même. Donc, ça veut dire qu'on va, au final, pour être neutre, on va avoir d'un côté un calcul d'émissions qui est discutable, avec beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, une compensation carbone qui, sur le principe, pose question et qui, en plus, d'un point de vue, on va dire, méthode de comptage, comment est-ce que vous savez que sur 20 ans, votre forêt, elle va emmagasiner tant de tonnes de CO2 ? Enfin, il y a un moment, voilà. Donc, moi, je pense qu'on additionne un peu des choux et des carottes, et en plus de ça, annoncer d'un coup, je vais être neutre... Ouais, bon, un bel effet d'annonce. C'est un bel effet d'annonce, mais nous, ce qu'on attend, c'est la réduction des émissions. Ce qu'on attend, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle individuelle, un Français moyen, c'est 11 tonnes, quelque chose comme ça, il faudrait qu'on passe à 2. Voilà. Et ça, il n'y a pas que le Français qui va y arriver, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on peut le faire, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis. Oui. On peut réduire, sur ce qu'on doit réduire, on a de la marge de manœuvre sur 25% à peu près de ce qu'on peut faire. Le reste, c'est systémique. Le reste, c'est parce qu'on doit construire des routes pour que les gens puissent se balader. C'est parce qu'on doit construire des bâtiments, en général, pour nos institutions, pas que pour des gens, pour des individus. Et donc, toutes ces émissions systémiques, il n'y a pas 36 000 manières de les réduire. Et bon, je ne sais pas si c'est l'occasion de s'en féliciter, mais en tout cas, moi, je trouve que le message qui a été envoyé par les municipales dimanche dernier, eh ben, il montre qu'il y a une prise de conscience. Et on en disait, la sensibilisation à ces enjeux-là, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on essaye de la faire... tous les jours, et ça marche de plus en plus. Et je crois qu'en plus, avec la crise sanitaire, les Français, en tout cas, ont commencé à se rendre compte qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger, mais c'est difficile, voire impossible d'être neutre carbone, alors ? D'être neutre en carbone, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, en effet. Enfin, sinon, il faut vivre dans la forêt... comme un Robinson Crusoe. Et donc, Quentin parlait de la sensibilisation. Je pense que c'est une étape hyper importante parce que il se passera rien s'il n'y a pas une sensibilisation. Et si on veut faire allusion à l'actualité récente, il y a eu la conférence citoyenne sur le climat qui vient de faire des propositions. Et on a vu un accueil de ces propositions qui a été plutôt mitigé, voire hostile, et on comprend du coup ce qui s'est passé. On a pris 150 citoyens qui sont pris au hasard, donc qui sont très représentatifs de la population. Ils ont bossé pendant 5 week-ends d'affilée et ils sont arrivés sur des conclusions. Le reste de la population n'a pas fait ce travail. C'est normal. On n'a pas tous 5 week-ends à donner et on n'a pas non plus l'opportunité de vivre ce qu'ils ont vécu. Et quand ils arrivent et qu'ils donnent des propositions comme ça, qu'ils les mettent sur la table, eh bien, en face, les citoyens qui n'ont pas fait ce travail vont les refuser et c'est normal. Donc, on a un gros travail sur l'ensemble de nos concitoyens, donner à tout le monde les éléments pour pouvoir réfléchir. Il faut que tout le monde ait les cartes en main pour se dire ok, j'ai compris, le climat c'est grave, je commence maintenant à flipper pour la vie de mes enfants qui sont nés au XXIe siècle. Et là, on est en mesure d'écouter et du coup, peut-être d'accepter certaines propositions. Mais ça va être douloureux, cette transition carbone. Ça va être moins douloureux que si on ne fait rien et qu'on se prend le changement climatique dans la figure. Mais ça va être douloureux. Et pour accepter des choses douloureuses, il faut avoir conscience que c'est pour éviter quelque chose de pire. Mais là, il y a un élan, comme on le disait, avec les territoires, les résultats des dernières élections. On va globalement pas assez vite. Les entreprises aussi qui prennent aussi leurs responsabilités. Même cette prise de conscience n'est pas encore assez rapide. C'est très encourageant, mais il faut vraiment accélérer. Parce que là, on est en train de parler d'un petit pourcentage de la population qui a compris vaguement qu'il y a une question et qui pense encore qu'avec quelques éoliennes et quelques isolations thermiques, on va résoudre le problème. Et en fait, il faut aller plus loin et comprendre à quel point ça va être un enjeu, un effort de tous les jours. Et pendant les années et les décennies qui viennent, une grosse partie de l'activité économique va être consacrée à transformer le monde, à transformer l'économie et les activités et les services. Il nous reste 30 secondes, un mot là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, j'aime beaucoup l'image du Titanic, par exemple. Vous avez l'essentiel des passagers qui sont en train de voir un petit bout de glace qui flotte. Personne ne s'inquiète. Et puis vous avez quelques experts, peut-être le capitaine du navire, on espère que le capitaine un jour se rendra compte de la chose, qui savent qu'en fait, sous le petit bout de glace qui dépasse de l'eau, il y a un monstre qui va couler le navire. Et le navire, il ne s'arrête pas comme ça.
il y a une inertie du système climatique qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait aujourd'hui, c'est pour le siècle à venir. Et si on ne les fait pas maintenant, il sera trop tard. Aujourd'hui, on sait qu'en 10 ans, on va épuiser le budget carbone à l'échelle globale qui nous est donné par le GIEC. C'est-à-dire que si on continue à émettre comme aujourd'hui, pour tout le monde sur la planète, dans 10 ans, tout ce qu'on va émettre de plus, ce sera du réchauffement en plus que les fameux 2 degrés. Donc il y a urgence. Il y a extrême urgence. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. Nous allons maintenant vous présenter la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de la start-up Les Petits Culottés. On accueille tout de suite sur le plateau le cofondateur des Petits Culottés. Il s'agit de Mathieu Batteur. Bonjour Mathieu. Bonjour Émilie. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Les Petits Culottés ? Alors les Petits Culottés, donc c'est la première couche française en circuit court. Donc c'est une couche qui va être écologique. Donc qui dit écologique, c'est qu'il va dire qu'on remplace les matériaux chimiques par des matériaux naturels. Donc ça, c'est ce qui permet justement d'avoir aucun risque d'allergie, d'érythème fessier ou tout simplement de rougeur. Et par rapport aux autres couches écologiques, nous, on va mettre plus de cellulose, ça va être les matériaux qui vont à l'intérieur, donc la partie blanche qu'on va retrouver. Et nous, on en met beaucoup plus. Et ça permet quoi ? Ça permet d'avoir la classification A en termes d'absorption. Et on a lancé maintenant l'entreprise du coup il y a 1 an et demi. Et finalement, un peu la success story, c'est-à-dire qu'on est sur un système de distribution circuit court. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire. Ça veut dire que quand les parents commandent, ils commandent directement à l'usine pour se faire livrer directement chez eux. Et ça permet quoi ? Donc c'est fabriqué à La Vole-sur-Vologne dans les Vosges. On fait la livraison directe et on arrive à être finalement au même prix que les grandes marques. Donc 100% écolo, 100% made in France aussi, ça aussi c'est important pour l'impact sur la société. Exactement. Et d'ailleurs, il y a eu de l'actualité même encore ce matin avec le dernier rapport de la DGCCRF et qui met en avant justement la production française, parce que la production française, c'est un savoir-faire au niveau des couches, notamment des couches écologiques. Ça veut dire quand vous regardez l'actualité des marques qui vont être classées green, totalement green en termes d'écologie, on arrive dans le top 1, donc ça c'est génial. Et ce qu'on a réussi à faire finalement avec les Petits Culottés, c'est rendre accessible cette couche écologique au plus grand nombre. C'est difficile d'être 100% écologique pour une couche. Il y a quand même des matières absorbantes à l'intérieur. Comment vous faites même l'emballage qui est quand même en plastique ? Alors c'est tout l'enjeu qui va se passer sur les 3-4 prochaines années. Là aujourd'hui par exemple, avec le format que j'ai ici, on est sur des 70% de matériaux du coup d'origine naturelle et biodégradable. L'objectif d'ici la fin d'année, c'est de monter à 95%. Ça veut dire que justement, les matériaux absorbants qui sont d'origine synthétique, donc issus du pétrole, seront totalement remplacés d'ici la fin de l'année pour arriver d'ici 4-5 ans maximum à une couche entièrement compostable. Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes pour justement chercher tout ça et essayer d'atteindre le maximum d'impact, le moins d'impact carbone justement? Alors nous déjà en termes d'impact carbone, l'avantage vu qu'on est sur du circuit court, c'est comme si on commandait directement au marché. Donc par rapport aux autres acteurs du marché qui sont principalement fabriqués à 95% en Europe de l'Est, nous déjà on a l'impact carbone le plus faible. Et après sur la partie compostabilité de la couche et d'avoir une couche la plus biodégradable du marché, là on travaille avec les 2 usines, avec leur service R&D. Et finalement, la solution de demain, de mettre du 100% naturel, va coûter beaucoup plus cher. Donc seuls des systèmes finalement circuit court pourront rendre accessibles des couches qui seront les plus biodégradables du marché. Et pour les enfants, c'est important d'avoir du 100% naturel, 100% écologique. Ça se voit tout de suite à l'utilisation parce que justement, on n'a pas les érythèmes fessiers, pas les rougeurs. Mais ça veut dire qu'on passe d'une couche synthétique à une couche naturelle. On voit tout de suite l'effet sur les fesses de bébé. Je confirme. Merci beaucoup Mathieu Batteur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui Eva, on a hâte de vous retrouver demain pour de nouvelles solutions. Merci.